Alors, bon, ça ressemble un petit peu à un catalogue. Disons que l'objectif, c'est de vous rappeler ou de vous informer qu'il y a quand même un assez grand nombre de dispositifs possibles. On va évacuer assez rapidement la première rubrique. Non pas parce qu'elle n'est pas intéressante, c'est parce que, vous allez voir, elle est en train de changer considérablement au cours de cette année 2014. Mais je vais quand même essayer d'apporter quelques détails. Et puis après, c'est des dispositifs qui sont pratiqués par certains d'entre vous et qui valaient le coup d'être rappelés ou détaillés. Et puis il y a quelques informations récentes liées à l'actualité. Alors, parmi les subventions publiques, comme j'ai le micro, je commence par celle de l'ADEME. Vous connaissez à peu près tous les différentes rubriques. La présentation de Gilles Grandval vient de les resituer chacune, en gros, dans le processus d'entrée dans la démarche de progrès. Donc effectivement, c'est dommage de ne pas penser à vérifier s'il n'y aurait pas, dans les cases du système d'aide ADEME, une rubrique qui correspond à l'une de vos études de faisabilité ou des études complémentaires de type audit énergétique ou plus avancées dans des projets plus transversaux pour les collectivités ou des projets d'investissement ou d'innovation pour les entreprises. Ce qu'il vous faut bien avoir en tête, on est aujourd'hui dans une réunion interrégionale, 4 régions représentées, 4 modalités de mise en œuvre différenciées de ce dénominateur commun qu'est le système d'aide ADEME. Donc c'est pour ça que je ne vais pas plus dans le détail de son fonctionnement, je risquerais de dire des bêtises par rapport à ce qui se passe dans les autres régions. Et par ailleurs, les cases du système d'aide sont nombreuses et je ne les connais pas toutes par cœur. Le principe est, ce système d'aide, il va être modifié pour 2015, il est en cours de repriorisation, redéfinition et recalcul du budget en fonction des nouvelles ressources. Donc il n'y a pas que des mauvaises nouvelles dans ce domaine, d'ailleurs, on verra à la fin. Le principe général, c'est qu'il y a ce financeur potentiel qui est aussi là pour vous accompagner techniquement et pas seulement financièrement. Une rubrique particulière, puisqu'on est dans un domaine où il faut changer les habitudes, les fonctionnements, il est possible aussi que, à l'issue d'un bilan gaz à effet de serre, on ait détecté des nécessités d'innovation, de modification du process, du fonctionnement, de l'organisation, sur lesquelles on ne trouve pas d'offres sur le marché. Donc on peut s'insérer dans des projets de recherche. L'ADEME est un des animateurs et parfois bailleurs de fonds de projets de recherche dans ce domaine de la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Et on peut y être non seulement comme chercheur de solutions, qui derrière pour trouver un marché, mais on peut être aussi comme terrain d'expérimentation des solutions en partenariat. Donc ça, c'est des choses auxquelles on ne pense pas toujours facilement. C'est pour ça qu'on voulait attirer votre attention là-dessus. Il y a aussi dans chaque région des politiques régionales, d'abord portées par les conseils régionaux, avec des dispositifs également très spécifiques d'une région à l'autre. Je souligne aussi le fait que pour le contexte global des collaborations, les contrats de projet État-région sont également aussi dans une phase transitoire, c'est-à-dire qu'en gros, l'année 2014 des CPER, c'est une année dite de transition. On attend de se mettre d'accord sur ce qui sera fait sur le prochain CPER 2015-2023, c'est ça quelque chose ? Et donc du coup, là encore, il n'y a pas forcément de stabilité. Si vous avez un plan d'action à mettre en œuvre tout de suite, regardez ce qui existe dans le cadre du CPER, du côté des appels à projets région ADEME, pour ce qui nous occupe aujourd'hui. Mais ça ne veut pas dire qu'en 2015, ça sera les mêmes rubriques du tout. Voilà, c'est un CPER temporaire. Dans les régions aussi, les conseils régionaux, ils ont des dispositifs avec des volets environnementaux qui prennent en compte l'enjeu du climat pour les contrats de développement de leur territoire. Ça peut être à l'échelle des pays, des PNR, des agglos. Donc les conseils régionaux ont des politiques qui promeuvent plus ou moins, de manière différenciée aussi, la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans le développement territorial. Après, chaque conseil régional a des appels à projets thématiques. Ça peut être sur le bâtiment, ça peut être sur l'usage rationnel de l'énergie dans l'industrie, ça peut être sur le développement de telle ou telle filière ENR pour des études et pour des investissements. Souvent, ils sont dans le cadre du contrat de projet intra-région, mais pas toujours. Des fois, il y a des aides qui ont des priorités différentes selon les régions entre le conseil régional et l'ADEME. Par exemple, en région PACA, il y a un fonds sur l'efficacité énergétique qui n'existe pas en région Rhône-Alpes. Il y a des conseils généraux qui ont des politiques aussi de subvention sur les thématiques qui ont trait à l'énergie et au gaz à effet de serre. Souvent, dans le domaine de l'habitat, par exemple, ça coïncide avec les politiques de diffusion des aides de l'ANA.
Et puis, il y a des intercommunalités qui créent des fonds de concours pour encourager leurs communes et les acteurs qui sont situés sur leur territoire à mener des projets plus performants, notamment dans le domaine du bâtiment, que ce que la réglementation exige. De manière globale, on peut aussi penser à mobiliser les aides européennes, et il y a aussi un changement qui est en cours, c'est-à-dire que, notamment sur le FEDER, c'est les conseils régionaux qui ont pris la main, et là encore, ils sont dans une phase d'apprentissage pour laquelle 2014 n'est donc pas représentatif de ce qui va être fait pour leur utilisation, puisqu'il va y avoir du coup une régionalisation de la politique d'utilisation de plusieurs fonds européens. Voilà. Donc là encore, c'est un principe global qui a des partenaires avec des fonds relativement importants à l'échelle d'un projet d'une organisation quand même. Moi, sauf si vous avez des actions déjà définies, là encore, c'est en 2015 qu'on aura un paysage clarifié. Ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas construire votre plan d'action en fonction des financements que vous détectez en 2014. Il faut d'abord faire votre plan d'action et après regarder les cases de financement déjà clairement définies. Voilà. Un dispositif qui est national, celui-là, c'est celui des certificats d'économie d'énergie. Bon, alors pour rappel, c'est ce qu'on appelle aussi les certificats blancs au niveau européen. En gros, les grands fournisseurs d'énergie sont obligés d'aider leurs clients à faire des économies d'énergie. Donc, ils ont des obligations proportionnelles à leur poids sur le marché de l'énergie. Et ces obligations, quand elles ne sont pas remplies, elles donnent lieu à des pénalités de 2 centimes d'euros par kilowattheure Qmax. Donc kilowattheure Qmax, c'est cumulé, actualisé. En gros, c'est une quantité d'énergie conventionnelle calculée à dire d'experts qu'on associe à une action ou une inaction, dans le cas d'une pénalité, de réduction de consommation d'énergie. Concrètement, il y a 250 opérations définies de manière standardisée au niveau national qui donnent droit à une quantité prédéterminée de certificats d'économie d'énergie dans une grande variété de domaines applicables à tous les secteurs de l'économie, beaucoup dans le bâtiment, mais il y en a aussi dans les processus industriels et les transports. Là encore, on est dans une année de transition, c'est-à-dire que le catalogue en question, il y a une trentaine de fiches prioritaires qui vont être revues pour le mois de septembre, et tout le reste soit sera revu, soit sera abandonné parce que jugé non suffisamment innovant, enfin exemplaire, pour donner lieu à des certificats d'économie d'énergie, sachant que derrière, il y a aussi toute l'innovation en termes de produits et de consommation énergétique des produits que ça génère. C'est-à-dire que ça sort du marché tout un tas de solutions techniques qui sont trop consommatrices. Donc quand on constate que le marché a évolué, la fiche n'a plus de raison d'être. Donc la troisième période qui correspond à la fixation par l'État d'un nouvel objectif global pour tous les obligés, elle commence l'année prochaine. Et elle a atteint, après plusieurs mois de tractation, un montant qui est quand même significatif, dans la continuité de l'exigence des périodes précédentes. Donc, ça, il faut l'avoir bien en tête, parce que les certificats d'économie d'énergie, dans leur ensemble, c'est un gisement de financement qui est à exploiter. L'image du gisement, il faut aller les chercher, il faut creuser. Et il ne faut pas oublier de les collecter. Donc, le jeu d'acteur, c'est que souvent, une organisation qui entreprend une action éligible au certificat d'économie d'énergie, elle n'est pas éligible, parce qu'elle ne va pas générer suffisamment de kilowattheure Qmax par cette action, ou même par son programme d'action dans son ensemble. D'où l'intérêt de recourir soit à des offres d'intermédiation, qui sont en fort développement, c'est-à-dire c'est des organismes qui vous permettent, moyennant finance, de vous mettre en relation avec les obligés et d'avoir une négociation par leur intermédiaire sur un prix de vos actions, et une fois la convention établie, vous pouvez valoriser vos actions par ce biais. L'autre méthode, c'est de s'ancrer davantage dans des dispositifs collectifs qui sont souvent animés par les territoires et qui permettent de bénéficier aussi d'un accompagnement amont à la définition des actions et d'une animation avec d'autres acteurs qui ont le même objectif, réduction de consommation d'énergie et du coût d'émissions de gaz à effet de serre. Donc je vous cite 2 exemples que je connais parce qu'ils sont de Rhône-Alpes. Il y a Énergie pour des entreprises de la Loire, c'est porté par la CCI et l'Agence locale de l'énergie de Saint-Étienne. Donc c'est un groupement de services qui va depuis l'audit précis jusqu'à la collecte et valorisation des certificats d'économie d'énergie. Et il y a un montage un peu similaire dans un territoire qui est moins récemment doté de ce genre de service, qui est le Pays Sud Grésivaudan, lauréat récent de l'appel à manifestation d'intérêt territoire énergie positive, où il y a un montage avec les mêmes
acteurs, c'est-à-dire des animateurs locaux des milieux industriels, et en plus des banques. Et là, la valorisation des certificats d'économie d'énergie se fait par une régie d'électricité. Donc, vous pourrez facilement retrouver des informations sur ces deux dispositifs sur Internet, sinon vous reprenez contact avec moi. C'est deux montages avec des jeux d'acteurs différents, mais qui poursuivent le même objectif, c'est-à-dire une animation collective territoriale qui permet de mettre à disposition des compétences mutualisées pour identifier les actions, les définir et derrière collecter les certificats d'économie d'énergie. Et c'est au service de TPE et PME, c'est ça l'intérêt. Les collectivités, elles aussi, elles ont la possibilité, pour leurs actions propres, d'utiliser les certificats d'économie d'énergie. Et ce qui est intéressant, c'est de s'appuyer dessus pour faire en quelque sorte la petite pelote estampillée énergie du plan pluriannuel d'investissement de la collectivité, en disant, ben voilà, c'est la politique de maîtrise de l'énergie qui a généré ce retour de financement, indépendamment des économies d'énergie générées sur les factures. Hein. Et donc on peut préflécher l'argent ainsi récolté pour un futur plan d'investissement, et ça se reporte d'une année sur l'autre. À noter que dans toutes les régions suivant une politique nationale, il va y avoir des appels à manifestation d'intérêt pour créer des plateformes de rénovation énergétique sur les territoires. Et l'un des ingrédients de financement des travaux de rénovation des logements va être les certificats d'économie d'énergie générés par les actions qui seront alors reconnues comme valables d'isolation, changement de fenêtre, etc. Et ça fait partie de stratégies qu'on appelle territoriales de valorisation des certificats d'économie d'énergie. Bon, l'exemple le plus connu en France, que je sache, c'est le Grand Nancy qui a systématisé ça. Mais ça peut être reproduit avec des modalités de mise en œuvre différentes. On peut avancer le résultat des certificats d'économie d'énergie pour déclencher les travaux ou les récupérer a posteriori. C'est deux stratégies différentes. Dans le secteur bancaire, il y a déjà des choses existantes, donc, dont le prêt éco-énergie qui est financé par la Banque publique d'investissement. Donc c'est des prêts de montant modéré, mais qui peuvent être tout à fait appréciables pour les entreprises modestes. Et c'est dans des domaines d'optimisation énergétique assez variés, de l'éclairage au fonctionnement des process industriels. Il faut voir aussi que dans les mêmes appels à projets plateformes de rénovation énergétique, j'ai pas fini d'écrire en bas là, le financement bancaire des bouquets de travaux est également attendu. C'est-à-dire que les candidats, donc par exemple en Rhône-Alpes, ne sont éligibles à la candidature à ces AMI plateformes que les territoires. Donc ça veut dire que ces territoires, ils doivent animer un jeu d'acteurs, structurer un jeu d'acteurs où il y a l'ANA, les espaces info-énergie, les différentes aides publiques à l'habitat, CAUE, etc., pour qualifier et orienter le projet, mais également l'offre de travaux derrière, reconnue garant de l'environnement, seulement les entreprises qui auront ce label pourront se joindre au dispositif, et des offres bancaires de financement des travaux. Donc, par ce dispositif, on entend mobiliser des financements bancaires sur des actions. Alors ça concerne les territoires, hein, mais ça peut être transposable, ce principe. Rien n'interdit à un territoire d'inventer de son côté le même principe pour les entreprises. C'est un peu ce que je voulais signaler avec les deux exemples, EDEL 42 et Pays Sud Grésivaudan. Dans le domaine de l'investissement, les entreprises cherchent des investisseurs et donc elles ont besoin de faire valoir le fait que c'est une bonne idée d'investir sur leur propre business. Et c'est pour ça que le Carbon Disclosure Project a fédéré 722 investisseurs pour leur fournir ce type d'informations, à savoir la vulnérabilité ou la pertinence de la politique carbone des différentes entreprises qu'ils interrogent dans une enquête annuelle. Et donc, ils interrogent 5000 entreprises cotées, et ça permet en face aux 722 investisseurs d'intégrer non seulement les traditionnels critères de performance financière et économique, mais également, d'où le D, hein, la révélation des informations carbone, disclosure, des informations sur la prise en compte des critères carbone. Et on peut observer que les entreprises les plus importantes du point de vue des places boursières mondiales répondent dans leur majorité à ce questionnaire. Donc, ce fournisseur d'informations pour les investisseurs est fiable et représentatif. Et c'est un domaine dans lequel l'ADEME travaille, comme on va le voir un peu plus loin. Autre outil, alors j'ai signalé qu'il est surtout adapté pour le bâtiment, parce que je n'avais pas en tête d'exemple pour les entreprises, mais son principe doit pouvoir être transposé aussi à la fourniture de services énergétiques pour des entreprises intensives en énergie.
Les contrats de performance énergétique, ça consiste en fait à faire reposer sur les épaules du prestataire auquel traditionnellement on confierait l'exploitation et la maintenance des réseaux d'énergie, les travaux d'investissement pour en réduire les consommations. Donc ça fait des contrats plus complexes, de plus longue durée, et le partage des économies se fait entre le prestataire et le maître d'ouvrage du système énergétique. Donc je vous cite 2 exemples en Rhône-Alpes, Rouennais Agglomération et Bourgoin-Jallieu, qui pratiquent ce genre de contrat de performance énergétique. Donc c'est une forme de partenariat public-privé. Là encore, ça reste encore innovant. Typiquement en Rhône-Alpes, l'année dernière encore, il y avait des appels à projets pour susciter ce genre de partenariat, ce qui prouve qu'il faut encore encourager l'acculturation et des maîtres d'ouvrage, mais aussi en face des entreprises multiservices qui sont susceptibles de répondre pour que ce genre de dispositif émerge. Alors le tiers financement, il y a différents niveaux de gouvernements locaux qui ont imaginé des dispositifs de tiers financement. Je vous cite ceux qui sont à des échelles régionales. Donc en Rhône-Alpes, il y en a un qui a 2 branches. L'une sur l'efficacité énergétique des bâtiments, c'est la société publique locale OSE, qui a son jumeau, le fonds d'investissement ENR OSE. Donc les 2 sont principalement adossés au fonds du conseil régional, mais ils ont des membres qui, du coup, peuvent bénéficier de leur fonds. L'un procède par établissement de partenariats de type contrat de performance énergétique, justement, mais avec des contrats basés sur un bail amphithéotique. En gros, à la SPL OSE, on adhère, on met des fonds, et après, on a le droit de bénéficier d'un accompagnement complet, depuis les études sur l'ensemble du patrimoine, jusqu'à le paiement d'un loyer dans un bâtiment complètement rénové du point de vue énergétique. Et entre-temps, la SPL a pris en charge la définition et la commande et la maîtrise d'œuvre des travaux. Le fonds d'investissement ENR, c'est un peu plus classique, c'est des prises de participation dans des projets énergétiques sur les filières qui sont prioritairement signalées là. En Picardie, c'est le service public de l'efficacité énergétique. Tout comme en Ile-de-France, Énergie Positive, c'est plus orienté vers la rénovation des logements. Donc ce n'est pas la même cible, mais c'est aussi le même principe. On apporte des fonds pour compléter ce que le système bancaire est capable de débloquer pour les maîtres d'ouvrage particuliers ou copropriétaires, en l'occurrence. Alors, on l'a déjà évoqué, il faut bien voir, même dans les collectivités, quand on fait un effort d'investissement, on peut quand même toujours chercher à valoriser le retour sur investissement. Alors il y en a un strictement pécunier, c'est le premier, c'est pour ça que j'ai mis retour S, il y a différents types de retour d'investissement. Le premier qui passe par les réductions de coûts, mais on a vu qu'un des obstacles, ça pouvait être le court-termisme assez spontané d'un certain nombre d'organisations. Ça peut être la fin de mandat qui s'approche dans une collectivité, ça peut être le rendu des données financières tous les trimestres dans une entreprise. Donc le défi pour pouvoir valoriser correctement l'effet des réductions de coûts ou le maintien ou l'ouverture d'opportunités de marché, c'est de savoir raisonner en coût global. Et c'est un aussi grand défi dans le privé que dans le public. Deuxièmement, il y a des retours d'image, que ce soit, on l'a vu pour les donneurs d'ordre, donc les investisseurs, du côté des entreprises, pour les électeurs, du côté des collectivités. Quand on est une entreprise ou une collectivité incluse dans un territoire intercommunal, par exemple, quand on entreprend des actions dans le domaine de la réduction des émissions de gaz à effet de serre, on est une partie prenante des actions du territoire qui peut être lui-même obligé ou volontariste sur ce genre de domaine, et ça établit une meilleure image de partie prenante locale. Et puis il y a des donneurs d'ordre au sens client aussi, c'est-à-dire que aujourd'hui, quand on est dans l'industrie agroalimentaire et qu'on veut vendre chez Casino, ben, il faut pouvoir produire l'étiquette qui donne le bilan carbone du produit. Et donc ça, c'est typiquement le genre de choses qu'avant, on n'était pas obligé de faire. Donc pour attirer l'attention et définir des méthodologies communes qui soient reconnues et partagées, l'ADEME travaille avec le secteur financier pour que ce critère carbone soit mieux pris en compte dans leur politique d'investissement. Il y a aussi quelque chose qui est un peu plus sophistiqué, mais qui a fait l'objet d'une étude récente du pôle éco-conception de Saint-Étienne, c'est que si on prend le point de vue du bilan carbone produit,
vous trouvez une solution, ça passe par reconcevoir tout le process et parfois le produit lui-même, son usage, etc. Du coup, on se pose toujours la question du retour sur investissement d'une politique d'éco-conception. Ben, si vous téléchargez l'étude, vous verrez qu'il y a des arguments économiques désormais consolidés, parce que c'est la deuxième fois qu'on fait l'enquête, en France et au Québec, comme quoi travailler sur l'éco-conception de son produit ou de son service, c'est rentable. Et comme c'est multicritère, ça a aussi un impact environnemental sur la cible énergie-climat en particulier positif. Donc les deux coïncident. Alors, moins connu, mais lié aux études notamment du Carbon Disclosure Project, il y a la possibilité de provisionner en interne sur la base d'une définition conventionnelle non pas fixée par une réglementation, comme la taxe carbone qui serait fixée par la loi par exemple, la valeur des tonnes de CO2 économisées. Donc ça permet par un autre mécanisme de faire apparaître l'effort d'un côté et de créer un fonds d'investissement roulant aussi, puisqu'on économise, on valorise et on peut réinvestir derrière. Donc on notera que différents organismes bien connus, enfin des grandes entreprises, là en l'occurrence toutes à majorité américaine, sauf Total, sont décidés de pratiquer cette taxe carbone interne, et on peut remarquer que celles qui valorisent le plus la tonne CO2 sont celles qui sont le plus vulnérables à l'empêchement de leur cœur de métier sur la base d'une émission de CO2. Donc on voit que c'est un mécanisme qui est probablement assez pertinent du point de vue du cœur de stratégie de chaque entreprise. C'est logique qu'une entreprise comme Microsoft, qui est plus dans la propriété intellectuelle, les services, bien que ça se repose sur du solide, hein, les serveurs ça consomme de l'électricité et donc derrière du fossile, sont moins directement liés à cette problématique que Exxon ou Total. Donc la citation, 59% des actions de réduction d'entreprise par les sociétés sont amorties dans les 3 ans qui suivent au moins. Ce que je ne sais pas, c'est si c'est du point de vue de leur comptabilité interne ou si c'est la valorisation énergétique. Mais de toute manière, ça démontre avec... donc c'est le rapport où les 81% d'entreprises concernées répondent. Hein, donc ça, c'est représentatif de la situation mondiale. C'est assez parlant pour dire que ça vaut le coup d'y aller. Alors, les dernières nouvelles qui datent de lundi, donc. Le gouvernement travaille, et donc je voulais souligner qu'il donne l'exemple sur la transversalité. C'est-à-dire que là, on a le ministre des Finances et la ministre de l'Écologie qui sont venus ouvrir la conférence bancaire ensemble. Bon, c'est pas toujours le cas, mais voilà, on essaie d'illustrer au niveau de l'État le fait que, si je prends une collectivité, ça serait bien que le vice-président ou la vice-présidente au développement économique soit au moins aussi porteur ou porteuse du bilan carbone et du plan climat que le vice-président ou la vice-présidente à l'énergie ou à la transition écologique. De toute façon, vu les acteurs auxquels il s'adressait, à savoir le secteur bancaire, c'était bien que Michel Sapin donne un coup de main à Ségolène Royal. Alors, ils ont annoncé un certain nombre de choses dans le domaine qui nous intéresse là, le financement des actions. Donc je vous disais, il n'y a pas que des mauvaises nouvelles sur le budget de l'ADEME. Voilà, ce n'est pas tous les jours qu'on annonce un doublement d'une ressource, donc même si c'est étalé sur 3 ans, c'est quand même tout à fait significatif. Concrètement, ça concerne les chaufferies bois, les réseaux de chaleur, et donc à base de biomasse ou d'énergie renouvelable. Le solaire thermique aussi. Alors, des prêts de la Banque publique d'investissement sur le financement des ENR. Il y a le tiers financement qui fait l'objet d'un groupe spécifique avec justement le président de la région Rhône-Alpes avec un rôle particulier dans son animation. Donc on voit bien que en fait, tous les dispositifs précurseurs que je vous présentais jusque-là bénéficient globalement d'une reconnaissance dans le projet de loi de transition énergétique, pour résumer. Donc après, il y a des actions par cible. Il y en aura qui sont pour le privé. Donc c'est le fonds de transition énergétique Croissance Verte, d'autres plus fléchés sur les collectivités. Et puis on capte des financements européens, typiquement pour la rénovation des collèges. Dans cet ordre d'idées, la mairie de Paris a passé un gros contrat qui a pu être financé sur des fonds européens et l'ENA, parce qu'elle avait mis ensemble toutes ces écoles primaires, ce qui faisait une très grande surface de mètres carrés à rénover, et donc une masse critique suffisamment importante pour directement mobiliser l'argent européen. La SPL OSE en Rhône-Alpes, elle sert à ça en fait. Elle sert à donner, par l'appui du conseil régional, accès aux collectivités qui n'auraient jamais pu le faire toutes seules, collectivement, à des fonds européens.
Dans le domaine territorial, donc les exemples de TEPOS qui ont pu émerger, soit directement au niveau des territoires, comme en Bretagne, avec la communauté de communes du Menet, ou avec l'appui de politiques régionales comme en Aquitaine, Bourgogne et Rhône-Alpes, ben, ça a été aussi reconnu par l'État, puisque maintenant on a un objectif avec des budgets pour les faire émerger de 200 TEPOS. La filière méthanisation, donc dès sa prise de fonction, Ségolène Royal avait annoncé que ça serait une priorité. Là, il y a un budget en face et des objectifs chiffrés. C'est assez volontariste vu l'état de développement de la filière aujourd'hui, hein. Et puis après, les obligations vertes, j'avoue que je n'ai pas eu le temps de creuser la question, mais vu le nombre d'euros, on doit pouvoir faire pas mal de choses en face. Et enfin, le fonds de garantie de la BPI, ça revient au dispositif que je vous signalais, ciblé sur les TPE-PME. C'est les entreprises qui ont le plus de difficultés à capter des financements bancaires, parce qu'elles ont une assise financière moins grande, elles sont ciblées prioritairement par ce dispositif d'aide. Voilà, donc pour conclure, on voit que même si en 2014 c'est une phase d'incertitude parce qu'on a prochainement une profonde refonte des dispositifs de financement, c'est possible de financer son plan d'action et il y a des astuces pour le faciliter en interne en attendant que le contexte extérieur soit stabilisé. Donc il faut matérialiser les coûts de l'inaction avec un S à coût, excusez-moi. Il faut valoriser économiquement chaque action du plan de réduction des émissions et ça peut passer par la définition conventionnelle de la valeur économique de la tonne de CO2 économisée. Merci de votre attention.